Vous êtes Oui. connecté? Oui, Donc, c'est bon. je cause? Allez, j'attends. Ok. On m'a indiqué que nous commençons. Alors pour nous c'est un peu compliqué parce que vous êtes en affichage, mais c'est plutôt des acronymes. Alors j'ai le sentiment de parler un peu dans le vide, même si autour de la table il y a quelques personnes que vous ne voyez pas tous. Nous sommes en bout de table. Je suis Frédéric Gistin, je suis le directeur général du CREAI Hauts-de-France. Et il me revient la lourde charge de vous saluer et de vous remercier tous. Vous êtes plus de 71, en tout cas indiqués en connexion. Mes remerciements pour vous être rendus disponibles pour nous, c'est une grande première. Oui, je vous indiquerai juste après la raison pour laquelle c'est une grande première. D'abord, mes remerciements pour vous être connectés. Merci à Clément Bailleul de nous avoir permis cette première rencontre. Merci, merci à toi. Merci à l'équipe du CRAI. Vous ne les voyez pas tous, mais nous sommes nombreux rassemblés autour de ce premier sujet que nous lançons avec vous. Merci à Marie Netto, qui est ma voisine, qui nous présentera, après mon propos introductif, le modèle Tube. Peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez pas. Merci à Françoise Goblet, ou Gobled, Oui. Gobled, qui nous donnera son point de vue, et je suis assuré, puisque j'ai fait ses connaissances il y a quelques instants, qu'elle nous le donnera. Un petit mot introductif en quelques minutes. En tout cas, Clément m'a indiqué que je devais faire court, mais d'avoir l'assurance de vous indiquer ce qu'est le CREAI. Le CREAI, c'est un acronyme. Cela signifie Centre régional d'études, d'action et d'information. Nous agissons en faveur de toutes les personnes en situation de vulnérabilité. On est considéré comme une tête de réseau non thématique, c'est-à-dire que nous agissons en direction de la protection de l'enfance, de la justice des mineurs, de la cohésion sociale, des personnes en situation de handicap, quelle que soit l'étiologie qui concerne les personnes, les majeurs sous mesure de protection, et on va dire à partir d'aujourd'hui, puisque c'est un grand lancement, les personnes vieillissantes, d'avancée en âge, les personnes âgées au sens général. Vous voyez que du coup, nous tentons d'animer sur le territoire national. Pour ce qui nous concerne, nous sommes centrés sur le territoire des Hauts-de-France. On essaye modestement de déployer l'ensemble des politiques publiques afférentes à la question de la vulnérabilité dans les silos, mais notre grand modèle vise le décloisonnement et je pense qu'on en parlera juste après, dès lors qu'on parlera de la participation. On essaye d'agir auprès des établissements, des services qui prennent en charge les accompagnements des personnes concernées. Très schématiquement, nos missions sont centrées sur les mouvements des politiques publiques, sur les mouvements de la transformation de l'offre. Nous agissons en direction des directions générales, des administrations, en direction des professionnels qui sont chargés de l'accompagnement et aussi en direction des personnes concernées. Nous faisons aussi des formations. Peut-être qu'après, vous serez sensible à la présentation et on essaiera peut-être de déployer avec vous, si vous pensez qu'il y a des intérêts à vous accompagner, on sera à l'écoute de ce qu'on pourra faire ensemble. Des conseils et accompagnements, et puis aussi nous sommes à réaliser des études. Ce que je pourrais vous dire encore très schématiquement, l'ouverture de cette matinée, qui est une première pour nous, c'est pas que nous avions abandonné délibérément la question des personnes âgées ou le vieillissement, mais nous avions le sentiment que nous n'avions pas les ressources, et il se trouve que Clément a transporté en tout cas son intention jusqu'à nous, considérant que cette politique publique pouvait aussi nous intéresser et vous intéresser. Il a réussi à rassembler, d'ailleurs pour cette première, bien plus que nous imaginions. Donc je pense qu'on a trouvé chez vous, par votre forte présence, l'intérêt de nous rassembler et de traiter la question d'un meilleur accompagnement des personnes
les personnes concernées. On a eu aussi l'occasion, avant de faire cette rencontre, d'avoir une présentation du modèle Tube par Marie. On a été fortement séduits et ça a rencontré nos intérêts dès lors qu'au CREAI, nous avons construit un pôle de la participation et de vous indiquer très rapidement et très schématiquement que la transformation de l'offre telle que nous la pensons se fait à l'appui aussi des personnes concernées et je pense que vous serez sensible à cette question-là. Voilà, je pense que j'en ai terminé de la présentation pour ce qui me concerne. À nouveau, soyez les bienvenus, vous aurez l'occasion de nous poser toutes questions, de faire des remarques, puisque le modèle, il va être basé sur des présentations et sur des modèles d'échange. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour vous expliquer le déroulement de la matinée, on a d'abord Marie Netto, qui est directrice de maison de repos et de soins, donc en Belgique. Il nous présentera le modèle Tube et à l'issue de sa présentation, on aura d'abord une première réaction par Françoise Goblet pour l'inter-CVS du Nord. Et puis, surtout, n'hésitez pas, quand elles vous viennent, à noter vos questions dans le chat, puisque à l'issue de la présentation de Marie, nous ferons un petit temps de questions-réponses avec les personnes dans la salle et les personnes du chat. Et merci de préciser avec votre question qui vous êtes et votre fonction, voilà, ce qui permet aussi de comprendre d'où vient votre question. Voilà, donc je vais commencer par faire le partage d'écran. Hop. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Ok, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci au CREAI pour l'invitation de ce matin. Ça me fait vraiment très plaisir d'être là aujourd'hui. Et merci également à vous tous d'être connectés ce matin. Alors, la question qui va nous accompagner pendant cette présentation, elle est simple, vous la voyez là à l'écran. Elle est simple et en même temps, elle est exigeante. Cette question, c'est celle-là. Et si on réinventait ensemble la vie en maison de repos? Donc, vous allez voir pendant ma présentation, je vais peut-être aussi beaucoup parler de maison de repos et de soins, parce que comme l'a dit Clément, je travaille en Belgique. Et la maison de repos et de soins, c'est l'équivalent d'un EHPAD en France. Donc, quand je parle de réinventer, je ne parle pas de tout changer, parce qu'on ne va pas nier les contraintes réelles dans notre secteur. Et ces contraintes, les pénuries de personnel, les absences, la pression réglementaire, les inspections et les urgences quotidiennes au quotidien. Voilà, tout ça, ça existe et on ne va pas tout supprimer avec le modèle Tube. On va juste, en fait, choisir la manière dont on va faire face à tout ça. Alors, le modèle Tube, d'où est-ce qu'il vient? Il vient à la base de Suède, dans un contexte finalement assez proche du nôtre, avec des institutions très organisées, avec des professionnels et des habitants en perte de sens. Parce que clairement, c'est une des grandes difficultés du secteur. Et il y a une étude qui a été faite en Belgique. Je ne sais pas si les résultats seraient exactement les mêmes si cette étude était faite en France. Mais la principale raison de la pénurie d'infirmiers, c'est cette perte de sens au travail. Ce n'est pas le salaire, c'est la perte de sens. Donc voilà, Tube va permettre un peu de remettre du sens dans tout ça. Tube, ce n'est pas une méthode de management au sens classique du terme, même si le management participatif fait partie du modèle. Ce n'est pas juste ça. C'est vraiment une philosophie d'accompagnement qui remet au centre la participation, qui remet au centre la relation et la vie, en fait, tout simplement. Parce que l'idée fondatrice du modèle, c'est que l'EHPAD, ce n'est pas un lieu où on applique des règles de manière uniforme. C'est un lieu de vie qui est habité par des personnes singulières et qui est animé par des professionnels qui ont chacun leur propre intelligence, leur propre créativité et leur propre sensibilité. Si tu veux, tu peux mettre la prochaine. Oui, alors j'ai un petit doute si le diapo se déroule bien à distance. Voilà. Est-ce que... Sinon, je vais quitter le mode diapo. Ouais. Là, c'est OK. C'est OK pour nous, mais je ne suis pas certain que ce soit bon pour les personnes à distance.
Non, ça reste sur la première page. Ça reste sur la première page. Voilà. On est sur les principes. Donc, c'est bon. Et peut-être sur le bois. De faire quoi? Ok. Donc voilà, il y a 6 grands principes. Si on devait résumer Tube avec des grands principes, il y en a 6 qui mènent un peu ce projet. Et le premier principe, c'est celui de la codécision. Alors la codécision, ça ne veut pas dire que c'est l'anarchie, ça ne veut pas dire que tout est permis. C'est juste accepter en fait que les personnes qui sont concernées par des décisions puissent y prendre part. Donc quand on implique les équipes, quand on implique les habitants, ça ne veut pas dire qu'on perd du pouvoir, c'est au contraire en fait on gagne clairement en engagement. Vous me dites si... Ouais, je pense que le partage d'écran s'est arrêté. Je vais le mettre en version PowerPoint, mais sans le mettre en diaporama. Ouais, c'est bon, là on est en partage d'écran. Ok. Donc je parlais de la codécision, avec le fait d'impliquer en fait les personnes qui sont concernées par des décisions, de les impliquer à prendre part justement à ces décisions, et qu'on ne perd pas du pouvoir pour autant. Il faut voir ça plutôt comme de l'engagement de gagner. Et surtout, on sort, là je vais plutôt parler des collaborateurs, on sort du schéma c'est eux contre nous. Donc voilà, ça c'est pour ce premier principe de codécision. Le deuxième que j'ai envie de vous expliquer ici, c'est celui de l'autonomie et du sentiment d'utilité. Parce qu'en EHPAD, on parle beaucoup de dépendance, on parle beaucoup des limites des habitants. Et Tube va vraiment nous inviter à réfléchir autrement, à voir la question dans l'autre sens et de se demander en fait de quoi cette personne elle est encore capable, de se focaliser sur les capacités préservées. Et même si c'est des petites choses, même si c'est par exemple mettre la table au restaurant, même si c'est arroser des plantes, même si c'est juste donner son avis, tout simplement. Ou quand on va parler d'habitants avec des troubles cognitifs vraiment très avancés, ça peut être par exemple plier des lavettes pour le service entretien. Alors c'est des petites choses, mais par exemple plier ses lavettes, c'est bête, mais c'est des gestes presque instinctifs qui restent vraiment jusqu'à la fin, même dans une démence d'Alzheimer par exemple très avancée. Donc ces petits gestes changent profondément la manière dont la personne va se percevoir et ça change aussi le regard des professionnels sur les habitants. Voilà pour le sentiment d'autonomie et le sentiment d'utilité et l'autonomie. Ensuite, on va passer aux expériences partagées, parce que le quotidien en EHPAD, ça peut vite devenir très technique, très médical. On va faire des toilettes, on va faire des pansements, ensuite on va distribuer des médicaments. Et les expériences partagées, ça invite vraiment à remettre des moments vécus ensemble, des moments vrais. Alors un moment vrai, c'est quoi? C'est par exemple prendre le temps de s'asseoir 5 minutes à côté d'un habitant et de partager un café autour d'une discussion. Vous vous doutez bien que pour un habitant, c'est hyper valorisant ces petits moments passés avec les professionnels. Mais pour les équipes aussi, c'est des moments vraiment qui leur redonnent du souffle, qui leur redonnent du sens dont on parlait au départ. Ensuite, on a l'ouverture vers l'extérieur. Parce que l'EHPAD, ça ne devrait pas être un monde à part, un monde opaque. Et quand je parle d'ouverture vers l'extérieur, je parle aussi bien de sortir de l'institution que faire venir l'extérieur à l'intérieur de l'institution. Faire venir l'extérieur à l'intérieur de l'institution, c'est tous ces projets intergénérationnels, par exemple. Donc nous, on a une classe de maternelle, on a un partenariat avec une classe de maternelle. Ils viennent une fois par mois visiter un certain groupe d'habitants. Et puis la tradition, c'est que les habitants participent à leur fancifère, donc à leur fête de l'école, à la fin de l'année. L'année dernière, ils ont même fait une petite chorégraphie ensemble. Et puis les habitants sont montés sur scène avec les enfants et ils ont présenté leur petite chorégraphie devant les parents. Donc tout ça, c'est très valorisant pour tout le monde. Cette ouverture vers l'extérieur, ça permet de casser l'isolement, ça c'est sûr, mais ça permet aussi de changer le regard sur la vieillesse. Et même, j'irai un peu plus loin, au-delà de changer le regard sur la vieillesse, c'est changer le regard sur les EHPAD. Parce que quand on entend parler des EHPAD dans les médias, c'est pas très très reluisant, c'est clair. Et donc, diffuser une autre image de nos EHPAD, de nos institutions, c'est que du plus. Ça permet aussi de redonner du sens, encore une fois, toujours la question du sens, parce qu'elle est au cœur de ce modèle. Ça permet de redonner du sens et de la reconnaissance aux équipes qui accompagnent tous ces projets d'ouverture vers l'extérieur. L'avant-dernier principe, c'est celui de coaching et c'est vraiment celui de changement de posture de la direction. Parce que
beaucoup d'institutions encore aujourd'hui, on est face à une pyramide managériale où on a la direction qui est au top, les collaborateurs au centre et les habitants tout en bas de cette pyramide. Tube va vraiment nous demander d'inverser cette pyramide, de faire passer les habitants au top, les collaborateurs pour diffuser l'information un peu entre toutes les parties, et la direction en bas. La direction vraiment va devoir passer d'un rôle de contrôle à un rôle d'accompagnateur des équipes, accompagnateur des habitants. Voilà, donc l'objectif de ce changement de posture, c'est clairement de faire grandir les équipes, de développer leur autonomie, de les responsabiliser, de faire grandir leur capacité de réflexion, leur capacité de décision aussi. C'est exigeant parce que je vous avoue que c'est sur cette partie-là que moi j'ai eu plus de résistance dans mes équipes, parce qu'il y a des personnes qui ont été habituées à ce qu'on décide pour elles depuis le départ. C'est des personnes qui sont là depuis 30 ans par exemple, et elles ne comprennent pas pourquoi maintenant elles doivent réfléchir à proposer des solutions, parce que non, c'est les chefs qui proposent des solutions aux problèmes. Donc voilà, c'est vraiment un changement de mentalité, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se travaille tous les jours, mais c'est tellement enrichissant quand on arrive à changer ces mentalités et quand on voit émerger des personnalités dans nos équipes et dans nos habitants aussi. Quand on voit émerger des gens qui proposent des solutions, qui font preuve de beaucoup de créativité, et voilà, qui se distinguent du groupe finalement. Et le dernier principe, c'est celui de l'instauration d'une culture de confiance et de dialogue. Vous vous imaginez bien que tout ce dont je viens de parler, s'il n'y a pas de culture de confiance dans l'institution, c'est tube, alors ça reste un mot sur une affiche. Cette culture de confiance, elle est obligatoire. La confiance, le dialogue, le droit à l'erreur. C'est pas pour ça qu'on va supprimer les tensions, qu'on va supprimer les conflits dans l'institution, ça existera toujours. Et ça va vraiment permettre de traverser ces tensions autrement, en tout cas. Je me mettrai la dernière. Ouais. Et donc, je vais me présenter un peu tardivement dans la présentation, mais c'est volontaire. Donc, moi, je m'appelle Marie Netto, et je suis directrice d'une maison de repos et soins en EHPAD, donc depuis 2018 maintenant, ça va faire 8 ans cette année. J'accompagne au quotidien une équipe de 110 collaborateurs environ, et c'est une institution qui peut accompagner jusqu'à 153 habitants. On a implémenté le modèle Tube suite à un appel à projet de la Fondation Roi Baudouin, qui est une fondation qui se trouve à Bruxelles. Et on l'a implémenté en 2021. Ça fait 5 ans maintenant qu'on est dans le modèle. Et 2021, ce n'est pas une date au hasard, parce que c'est juste après le Covid. Cette période, comme j'imagine toutes les personnes présentes qui ont vécu cette période, elle m'a profondément marquée. Comme beaucoup, j'ai dû avancer très vite, j'ai dû avancer dans l'urgence, sans réfléchir. Et avec le recul, je me rends compte que j'ai imposé beaucoup d'interventions, j'ai imposé beaucoup d'obligations, et on a appliqué des règles sans réfléchir et de manière complètement uniforme. L'individualité, elle est carrément passée au second plan, et je dirais même que parfois l'humanité est aussi passée au second plan. Alors je ne dis pas que c'était mal intentionné, c'était une réponse à une gestion de crise, mais cette période, elle m'a, moi, vraiment confrontée à une réalité inconfortable, c'est que j'ai complètement bafoué mes propres valeurs. Et Tube est arrivé à ce moment-là, pour moi comme une évidence. Ça n'a pas été une révolution pour moi, implémenter ce modèle, ça a plutôt été un réalignement avec mes propres valeurs. On n'est pas parti de zéro, je pense que dans chaque institution, il y a déjà des choses qui sont Tube, on va dire, mais voilà, on est toujours capable d'aller plus loin dans l'instauration de ce modèle. Alors, pourtant, je vais être claire. Comme je l'ai dit au départ, Tube, ça ne supprime pas les pénuries de personnel. En Belgique, j'imagine, comme chez vous, on fait face à une pénurie de personnel soignant, aides-soignants, infirmiers surtout, mais ça facilite le recrutement. J'ai des personnes qui se présentent en entretien d'embauche parce qu'elles ont entendu parler du modèle de l'institution, parce que, par exemple, sur Tournai, on est les seuls à implémenter le modèle. Elles ont entendu parler de ça et elles sont curieuses, et c'est pour ça qu'elles se présentent en entretien d'embauche. Elles ont aussi entendu parler du modèle via des connaissances qui travaillent chez nous et qui leur ont parlé de la philosophie de travail de manière positive. Ou alors elles sont allées lire notre projet de vie institutionnel sur le site internet. Voilà, et donc c'est là déjà la moitié du travail de fait, parce que clairement, parfois en entretien d'embauche, c'est plus nous qui essayons de nous vendre que le contraire, vu le contexte actuel. Ce dont on parle beaucoup aussi en recrutement, c'est par exemple notre système d'horaire participatif. Chez nous,
les horaires du personnel soignant, infirmier, aide-soignant. C'est eux qui construisent leurs propres horaires. On essaye donc de travailler vraiment la cohésion d'équipe. Et ben, quand on parle de ça à des jeunes infirmiers ou des jeunes aides-soignants, ben, c'est quelque chose qui plaît parce que ça permet de concilier vraiment la vie personnelle avec la vie professionnelle et c'est quelque chose que les jeunes recherchent beaucoup. Donc voilà, parler de tube en recrutement, c'est déjà un atout. Ensuite, ça ne supprime pas l'absentéisme. C'est un des gros problèmes aussi dont on fait face dans le secteur médical. Ça ne supprime pas ça. On a aussi des gros pics d'absentéisme. Mais ça aide à fidéliser les équipes. Moi, en 8 ans en tant que directrice dans cette institution, j'ai jamais eu de démission d'un aide-soignant. J'en ai eu pour des infirmiers parce que parfois les infirmiers ont d'autres projets professionnels. Ils veulent travailler en consultation pour arrêter de faire des nuits, des week-ends, voilà, se mettre à leur compte en tant qu'indépendants. Mais des aides-soignants, on n'a jamais eu de démission et je pense que clairement, Tube, ça y est pour quelque chose. On ne supprime pas non plus les contraintes réglementaires. On a comme vous, je pense qu'en France, c'est l'ARS. Chez nous, c'est la VIC, c'est l'Agence pour une vie de qualité. La VIC, bah, Tube, c'est vraiment ce que prône la VIC, en fait. On est vraiment aligné avec ce que la VIC nous demande. On a eu une inspection cette année. Donc, les inspections, comment ça se passe chez nous? Ils arrivent de manière inopinée, on n'est pas prévenu à l'avance, ça dure 3 jours. Et cette inspection, elle s'est vraiment passée avec beaucoup de sérénité, avec des remarques qui nous ont été faites, mais de manière vraiment très constructive. Et c'est tellement agréable de passer 3 jours d'inspection dans ce climat-là. Quand les inspectrices arrivent, la première chose qu'elles font, c'est monter dans les étages, aller à la rencontre des habitants et des membres du personnel. On n'a pas le droit de prévenir personne. De toute façon, nous, on n'est pas prévenus. On n'a pas le droit de les accompagner. Et puis, elles vont discuter comme ça au hasard avec les habitants et les collaborateurs. Et quand elles redescendent et qu'elles me font un feedback, qu'elles me disent, ben voilà, on a vu énormément d'échanges entre habitants et collaborateurs, tout le monde se parle, il y a beaucoup de rires, il y a beaucoup de vie à l'intérieur des couloirs et tout ça, mais c'est que du bonheur d'entendre ça de la part d'inspectrices. Voilà, j'ai pas encore parlé du bien-être des habitants, mais en fait, j'imagine que ça coule de source. Quand on essaye de respecter leur rythme, quand on essaye autant que possible de respecter leurs besoins, leurs envies, ben, ça va de soi qu'on a des résidents plus libres et plus heureux. Alors pas tous, hein, c'est pas les bisounours non plus avec Tube. On a toujours des habitants qui n'ont pas souhaité rentrer en institution et pour qui c'est encore compliqué, avec qui on essaye de travailler. Mais voilà, en tout cas, de manière générale, les résidents sont plus libres et plus heureux. Donc, quand je parle de respect du rythme, un petit exemple, c'est on ne réveille pas les résidents, les habitants le matin, on les laisse dormir. Et pour que tout ça soit possible, ben, on a par exemple mis en place un petit déjeuner buffet tous les matins de 8h à 10h, du lundi au dimanche. Et ben, ça permet vraiment, donc ils peuvent vraiment se lever à 9h30 et encore profiter d'un petit déjeuner où il y a du choix, où il y a plein de choses à proposer. Et enfin, la qualité de vie au travail, vous l'aurez compris, bah, c'est des collaborateurs qui sont, quand on leur fait confiance, c'est des collaborateurs qui s'investissent beaucoup plus. Et quand on les responsabilise, bah, c'est aussi des collaborateurs qui deviennent beaucoup plus créatifs quand il s'agit de rechercher des solutions. Et c'est des équipes dans lesquelles il y a moins de conflits. Il y a encore des conflits, mais il y en a clairement moins qu'avant l'instauration du modèle. Alors, en conclusion, voilà, je voudrais juste vous dire que Tube, c'est pas parfait. Tube, ça demande pas non plus d'être parfait. Ça demande juste d'être cohérent et ça demande d'oser remettre de l'humain au centre des pratiques, même dans un cadre qui est contraint. Donc voilà, moi je serais ravie de vous aider à rendre vos équipes et vos habitants plus acteurs de leur quotidien pour que tous se retrouvent, et même vous, je ne sais pas si c'est plus des directions, voilà, si c'est plus des directeurs ou des kinés, ou je ne sais pas quelles sont vos professions. Mais moi, je serais ravie de rendre tout le monde plus acteur et d'aider tout le monde à retrouver du plaisir et du sens au travail. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop vite. C'est un peu mon petit défaut, aller trop vite, mais voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Ben, merci beaucoup, Marie, c'est hyper inspirant. Avant de passer la parole à Françoise, moi j'ai quand même une première question, c'est comment ça s'est déroulé en fait, comment ça a commencé et est-ce qu'il y a eu des phases différentes d'aller de plus en plus loin dans le modèle ou est-ce que vous avez tout fait d'un coup, enfin voilà, comment concrètement vous l'avez vécu? Okay.
Alors d'abord, grâce à cet appel à projet dont je parlais tout à l'heure de la Fondation Roi Baudouin, comme on a été choisi pour implémenter le modèle, on a eu droit à un accompagnement pendant 2 ans. Donc on a eu un coach qui nous a suivis pendant 2 ans. Il est venu à peu près une fois par trimestre échanger avec nous. Mais c'est pas lui qui a fait. Vraiment, il nous a laissé complètement acteurs. Et au moins, après les 2 ans, on a été très autonome. On était déjà autonome, en fait, même avec lui. Donc, on a commencé par présenter le modèle aux équipes. Et on a fait aussi d'autres groupes où on a présenté le modèle aux habitants. Quand on a présenté le modèle aux habitants, on a fait des petits groupes, parce que 153 habitants, c'est beaucoup. Donc, on a fait des petits groupes de 15 à 20 personnes. Et on leur a déjà demandé s'ils avaient déjà des idées pour améliorer leur quotidien, des envies, des besoins, voilà. Et on a déjà pris des notes sur tout ce dont ils avaient envie. Il y a eu plein de choses. Et finalement, ce n'est pas des idées complètement extravagantes. On se rend compte que les habitants, ils sont quand même très raisonnables dans leurs exigences. On a présenté aussi le modèle aux équipes et on a demandé aux volontaires. On a constitué un comité de pilotage. C'est comme ça qu'on a commencé. Le comité de pilotage, c'est toujours aujourd'hui le même depuis 5 ans. Enfin, il y a eu quelques changements dans les membres, 2-3 changements. Et avec ce comité de pilotage, on se réunit tous les trimestres et on parle de Tube de manière vraiment globale. Quels sont les freins, quelles sont les difficultés du moment, comment on peut avancer pour implémenter Tube encore plus. C'est pas nous qui faisons tout, mais en tout cas, on parle du climat Tube dans l'institution. Donc voilà, on a commencé comme ça, par ce comité de pilotage, et ensuite on a lancé des petits comités, des comités participatifs. Un comité participatif relatif au repas, par exemple. Un comité participatif, il y avait quelques habitants qui avaient envie de créer un terrain de pétanque. Donc ça, c'était un petit comité participatif où il y avait des kinés, il y avait notre cadre infirmier qui fait partie de ce comité, et le reste était des habitants. Et ils se sont réunis pour mettre en place ce terrain de pétanque. Maintenant, il est fait. Et ce comité participatif a donc pris fin. Mais on a d'autres comités, comme le comité autour de tout ce qui est nutrition, repas. Lui, il continue à exister et ils se réunissent tous les trimestres entre professionnels et habitants. Ils discutent et ils mettent en place des projets dans la maison. Moi, volontairement, je ne fais pas partie de ces comités participatifs. Je fais partie du COPIL, mais pas des comités participatifs. C'est comme ça que nous, on a commencé. Après, Tube, c'est très, très libre. Donc, chacun commence un peu comme il le sent, finalement. Mais voilà, nous, on a commencé comme ça. Et comment ça se passe, le lien entre les comités participatifs et toi? Du coup, tu n'y es pas. Mais du coup, comment se prend la décision à la fin de payer les aménagements pour le terrain de pétanque, par exemple? Donc, ils me présentent, soit ils viennent me voir au préalable, ils me présentent leur projet et on discute du budget qui est possible. Voilà, c'est des discussions. Mais d'abord, ils ont discuté du projet ensemble au sein du comité et ensuite ils viennent me voir et ils m'apportent leur projet. Et là, on discute pour voir ce qui est possible, si j'ai des petites limites à mettre en termes de budget ou des choses comme ça. Mais ça vient d'abord d'eux, c'est pas moi qui leur dis voilà, on va créer un comité participatif pour la création d'un terrain de pétanque. L'idée, elle vient pas de moi à la base. Merci beaucoup. François, est-ce que tu veux nous faire part de tes réactions peut-être par rapport au modèle et nous redire qui tu es déjà? Je suis Françoise Goblet, je suis kiné libérale, mais donc je suis un peu comme sur le terrain et je représente une association qui s'appelle Interconseil de la vie sociale du Nord. Donc on essaye de voir comment justement fonctionne l'expression des usagers à l'intérieur des conseils de vie sociale et puis de discuter entre nous et de voir ce qu'on pourrait faire mieux. Voilà, et puis je fais partie d'une fédération nationale de ce genre d'association qui essaye de remonter ce qu'il y a sur le terrain et on essaye d'avoir une petite influence sur... on s'intéresse à la politique nationale de la prise en charge du grand âge. Donc moi, je suis vraiment dans les personnes âgées et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié l'invitation du CREAI parce que on a trop tendance à dire d'un côté les handicapés, les personnes vieillissantes handicapées, de l'autre côté les personnes vieillissantes tout court. Mais qu'est-ce qu'on fait des personnes vieillissantes handicapées? Voilà, il y a toute une politique de la prise en charge de la personne âgée qui commence à être en perte d'autonomie, qui devrait être absolument horizontale et pas comme ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié cette invitation et je remercie Clément, avec qui on avait fait un autre projet tant qu'il était à France Assos sur la démocratie en santé.
Donc, moi, ce modèle tube, je l'avais vu et j'ai eu la chance de le voir en présentation visio. Donc, ce qui était impressionnant, d'abord, le fait qu'en Belgique, alors c'est simplement la maison de repos, c'est quand même vachement plus intéressant que de rentrer dans un EHPAD. Je rentre dans un acronyme. Ça veut dire quoi? Déjà, maison de repos, c'est beaucoup plus bon. Ça, c'est annexe. Et effectivement, ce qui nous avait beaucoup frappé, justement, c'est que tous les résidents peuvent s'exprimer d'une manière ou d'une autre avec tout ce qui le comporte de leur capacité, soit restante, soit encore importante, et en fonction aussi de leur expérience personnelle. Il y en a un qui va peindre parce qu'il a l'habitude de peindre, l'autre qui va réparer les chaussettes du voisin parce qu'il était couturier. Donc, on fait aussi vachement attention au passé et à l'expérience du résident, enfin de l'habitant. Et donc ça, c'est vraiment, donc ça décorrélate pas, tandis qu'en France, on a quand même tendance, maintenant, vous êtes résident, on a beau les appeler habitants, on les fait pas forcément participer de la même manière à la vie, mais carrément les réparations, le machin, tout, on va peindre, on va décorer, on va réparer le tuyau qui fuit, etc. Les résidents, enfin les habitants vont être là-dedans. Et donc ça, c'est vraiment un sens de la vie. Ce n'est pas une scission tout d'un coup. Je faisais des trucs et maintenant je dois faire parce qu'on m'a dit de faire. Donc ça nous a vraiment tout à fait. Deuxièmement, que ça parte vraiment des habitants. Hein, en plus, ce qu'ils voudraient, les propositions dans le style de vie, que ça parte des habitants et que ça parte du personnel, ça c'est absolument extraordinaire. Là aussi, on voyait le personnel, et ça c'est là, qui est non seulement personnel d'accompagnement, de soins, mais un personnel d'accompagnement et aussi en fonction de ce que vous disiez, en fonction de ce qu'ils sont. Ils vont s'exprimer, par exemple, il y en a un qui fait de la musique, et ben hop, il va entraîner les autres à faire de la musique, il y en a un qui fait de la danse, machin. Donc il n'y a pas ce système comme en France, d'un côté animation, de l'autre côté soins. C'est que tout le monde prend part à l'animation, n'importe l'aide-soignant, l'infirmier, enfin celui qui répare, voilà, c'est celui qui répare tout. Donc ça, c'est vraiment un modèle de vie. Oui, il y a de la vie. Oui, ça donne en plus énormément de sens au personnel, et c'est ce qui manque absolument en France. Combien de fois, nous, on est quand même dans pas mal d'EHPAD, combien de fois on entend le personnel qui dit « mais je rentre chez moi, j'ai pas fait ce pourquoi j'ai été payé, ça n'a pas de sens. J'ai couru pour donner le repas, pour faire la toilette, j'ai levé machin là, il n'avait pas envie d'être levé. » Là aussi, respecter beaucoup plus le rythme de la personne. Oui, ce sont des lieux de vie et ce n'est pas la coupure qu'on a. J'étais pas trop mal, j'ai perdu mon autonomie, ça y est, je suis dans une collectivité où je dois quand même beaucoup subir l'organisation de la collectivité. Et comme j'ai une mauvaise image de moi parce que je suis vieux, ben, j'ose pas trop m'exprimer. Tandis que là, tout de suite, on leur dit, ben voilà, vous êtes vous, et ben vous faites, vous exprimez dans tout. Et on avait vu aussi une chose importante, il n'y a pas que dans dans le modèle tube, mais que le personnel, quand il n'est pas en soins, il n'est pas en blouse blanche. Hein. Donc, il est vraiment fondu dans tout le monde. Et donc, ce sens de la vie du personnel, mais au-delà de j'ai des postes à faire, c'est je suis moi-même, je peux proposer, et puis voilà. Mais c'est pas seulement proposer dans l'organisation, mais proposer aussi, moi, oui, c'est ça, je fais de la musique, je fais des claquettes, qui veut, voilà. Et donc, ça, c'est que tout le monde ait sa personnalité, puisse exprimer son expérience et sa personnalité, tant du point de vue habitant que du point de vue personnel, c'est quelque chose d'extraordinaire, et que ça remonte, et qu'il y ait possibilité absolument de discuter avec les dirigeants, mais ça remonte. Et ce phénomène de remontée est absolument extraordinaire pour nous, et je pense que ça donne sens à tout le monde. Et effectivement, si ça s'appelait EHPAD, ça redonnerait totalement un sens à l'EHPAD, alors qu'en France, on dit tout sauf l'EHPAD. Hein. On est même avec des professionnels, on dit « vous voulez finir en EHPAD ?»
pas ça. Là, c'est pas qu'on a envie, mais on sait qu'on aura un lieu, ça va plus, c'est qu'on aura un lieu de vie avec qui on va pouvoir échanger, etc. Donc pour moi, c'est vraiment une très grande avancée. Bon, alors je me pose quand même des questions parce que je les ai déjà posées, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez vraiment des gens qui ont des troubles cognitifs très profonds? Est-ce que vous avez plus de personnel qu'en France? Je pense pas, mais enfin, je pense, voilà. Voilà, ça c'est important. Et dans vos maisons de repos, donc, est-ce que vous prenez, comme vous faites la différence en France, les personnes âgées vieillissantes, et qu'est-ce qu'on fait en France des personnes âgées handicapées vieillissantes? Est-ce que vous avez je dirais, est-ce que vous avez un tri d'entrée, etc. Par rapport aux troubles cognitifs, oui, on a des personnes qui ont des troubles cognitifs vraiment très très avancés, très loin. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut plus. C'est quand même des personnes qui sont capables de communiquer. C'est peut-être plus avec la forme verbale, mais en tout cas avec le non-verbal, elles expriment encore beaucoup de choses. Donc, on peut encore, par exemple, proposer la manière dont elles souhaitent s'habiller le matin, proposer le choix entre deux tenues, mais on fait encore très longtemps en fait donner son avis par rapport à ça. Ou quand une personne qui commence à crier ou à être agressive pendant sa toilette, parce qu'elle avait clairement pas envie qu'on fasse sa toilette à ce moment-là. Donc c'est respecté, on va pas forcer, on va revenir plus tard. Voilà, c'est comme ça aussi, tube avec les personnes qui ont des troubles cognitifs, c'est possible. Après, par rapport à on n'a pas plus de personnel, je pense, mais je connais pas les normes en personnel en France. Je suis pas sûre qu'on ait plus de personnel en Belgique. Parce que c'est un secteur qui est aussi compliqué comme en France. Donc, je pense qu'on a vraiment les mêmes difficultés. Par rapport aux personnes qui ont des handicaps et qui vieillissent, on en a dans notre institution, mais je vous avoue que là, clairement, il y a quelque chose aussi à travailler en Belgique. Parce que on n'a pas, par exemple, on a très peu d'éducateurs dans nos institutions. Voilà. Et il nous faut des éducateurs dans nos institutions. C'est vraiment un besoin. Donc, on peut pas. On doit faire, oui, un tri à l'entrée. On ne peut pas prendre trop de personnes parce qu'elles demandent un accompagnement et une énergie autre, en fait, que des personnes qui ne sont pas atteintes d'un handicap. Donc, voilà, on en prend, mais voilà, il y a aussi un manque en Belgique par rapport à ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que nous, à la limite, dans les EHPAD, les résidents et les usagers, les familles ont un espace d'expression, c'est le conseil de la vie sociale. Tandis que là, vous n'avez pas besoin, forcément, vous avez des commissions, bien sûr, sur thématiques, mais vous n'avez pas besoin parce que tout le monde peut s'exprimer comme il est en permanence dans la vie là. Et je trouve ça vraiment, et merci pour les troubles cognitifs, je pense que on a beaucoup de travail à faire dans ces institutions en France, parce qu'on a trop tendance, on n'a pas le temps, les troubles cognitifs, on les laisse de côté parce qu'on ne sait pas. Or, on a certainement moyen qu'ils puissent s'exprimer de beaucoup de manières. Oui. Et puis parfois c'est la pression de la famille aussi, hein, quand la famille veut absolument que le papa soit levé tous les jours dans son fauteuil. Mais non, si le papa n'a pas envie, il a 95 ans, il n'a pas envie de se lever, il exprime vraiment son désaccord par des cris, par des. Et ben, c'est à nous aussi de faire comprendre, de discuter avec la famille que non, on ne lèvera pas le papa parce que c'est notre philosophie de Tout à fait. Mais ça, il y a d'autres trucs aussi de magnitude, etc. Oui, voilà. Mais on est bien d'accord. Ouais. Mais par contre, là, effectivement, vous mettez un doigt, j'allais juste le mettre et puis je ferme ma grande. Qu'est-ce que vous faites des familles? Parce que là, vous ne parlez pas du tout des familles. Oui. Elles peuvent avoir aussi une influence là-dedans. Voilà. Ah bah déjà, on essaye beaucoup de les impliquer parce que les familles font partie. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans mon exposé, mais les familles, on essaie de les impliquer dans la prise de décision. Elles sont invitées à tous nos comités aussi. En pratique, on en a quand même très peu qui participent, mais en tout cas, elles sont invitées. Et alors, tube, on en parle dès l'entrée, dès l'inscription, dès qu'il y a une visite, on parle beaucoup de tube. On explique que la porte est toujours ouverte, que voilà, il n'y a pas de code pour rentrer, pour sortir. Donc, il faut qu'elles soient à l'aise avec tout ça. Que si leur papa, leur maman veut rester en pyjama un jour, ben, elle restera en pyjama un jour. Il ne faut pas exiger de l'habiller si cette personne n'en a pas envie. Enfin, voilà, il faut en parler déjà à l'inscription et avec cette philosophie. Parfois ça bloque avec certaines familles. Les familles qui veulent régir vraiment la vie de leurs parents, ça, c'est bah là, ça bloque.
En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup. J'ai la chance de l'avoir déjà vu et de vous avoir entendu. C'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on peut travailler aussi dans nos EHPAD. Hein. On a d'autres formes, on a Montessori, on a l'humanitude, etc. aussi, qu'on a vu d'ailleurs en Belgique. Je pense qu'on est plus avancé en Belgique qu'en France à ce niveau-là. Mais merci beaucoup, parce que on repart, on a quand même dire oh, bah, on peut faire mieux, les vieux, bah, ils peuvent, voilà, tout ça, les petits personnels, on peut essayer. C'est très positif par rapport à ça, et je vous remercie. Alors, on va passer aux questions dans le chat et puis dans la salle. Allez, on va donner priorité à la salle, des gens qui se sont déplacés de loin. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'avais une question par rapport à, vous avez parlé justement de commission, comment ça se passe? Parce que nous, c'est vrai qu'on a les CVS qui sont assez normés et qui permettent aussi d'accueillir les familles. Vous, est-ce qu'il y a un calendrier où c'est vraiment comment, au bon vouloir des résidents ou des familles, ou est-ce que c'est assez normé dans l'année? Essayez de vous présenter en deux Je petits suis mots. directeur d'un EHPAD à Aurigny-en-Tirage, près d'Hirson. Alors, on a aussi une obligation d'organiser un comité des résidents, qui s'appelle en Belgique, une fois par trimestre. Donc, je pense que c'est l'équivalent de ce dont vous parlez. Ouais. Avec, on doit inviter une fois par an le bourgmestre, donc le maire de la ville, une fois par an. Voilà. Je ne l'ai jamais vu se déplacer en pratique. Et voilà. Voilà, ça c'est pour le cadre légal. Et à côté, nos comités copil et comités de participation relatifs à différents thèmes. Ça, c'est nous qui les organisons. Donc, souvent, il y a un leader un peu dans chaque groupe. Je pense au comité repas où c'est l'assistante sociale qui le gère. C'était plus le kiné pour le comité relatif au terrain de pétanque. On présente plein d'autres. Il y a le comité jardinage, voilà. Et ça, du coup, ils se regroupent. C'est eux qui décident, en fait, de la fréquence. Ils décident ensemble. Est-ce qu'ils se réunissent tous les trimestres? Est-ce qu'ils se réunissent? Le comité jardinage, je sais qu'ils se réunissent tous les mois à partir du printemps, mois l'hiver. C'est eux qui décident. Ils organisent ça. Mais on a ce comité des résidents en plus. D'accord. C'est une obligation. Ce comité des résidents, il marche comment? Parce que chez nous, c'est des élus, etc. Ah non, nous, tout le monde peut participer. Voilà. Ouais. D'accord. C'est normal, il y a des représentants. Ouais, c'est ça, nous, c'est pour ça qu'on dit ça. D'accord, ok. Mais là, c'est pas normé. Non, c'est pas normal. D'accord. Ok. Alors, des questions du coup, dans le chat. Une première question d'une collègue conseillère technique en Bourgogne-Franche-Comté. Merci d'être connectée. Qui nous parle de communication alternative améliorée, donc CAA, et des outils de communication alternative améliorée. Est-ce que ça fait partie des outils utilisés pour faciliter la participation des personnes? Je ne connais pas ces outils. Est-ce qu'il y a des exemples d'outils? En fait, c'est une catégorie pour regrouper l'ensemble des outils divers et variés CNV, des choses comme ça? pour communiquer avec les personnes qui ont des difficultés à s'exprimer à l'oral. Voilà. Pictogramme. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, c'est à ma connaissance plus connu dans le monde du handicap. Ok. Euh, Donc, voilà. si on parle de pictogrammes et tout ça, en effet, on les utilise. Notre ergothérapeute travaille beaucoup avec ces outils-là. Voilà, je ne sais pas trop quels sont ces outils. En fait, c'est tous les outils qui permettent l'expression des personnes non verbales. Ouais. Donc, ça peut être à la fois du matériel informatique, de la synthèse vocale, des pictogrammes. Enfin, il y a différentes méthodes et outils. Et puis, le cœur de l'ACA, c'est la relation à l'autre. Mais là, tu l'as expliqué. Alors, je pense qu'on les utilise, oui. on les utilise sans Je pense que oui, tu fais de sans trop ça. dessus. ça. C'est ça. Oui, parce qu'en plus, on a une orthophoniste dans la maison de repos. Donc, à mon avis, Oui. elle les utilise. Trois questions de la part de Hugo Bertillot. Alors, Hugo est sociologue, chercheur à l'équipe ADEPAS de l'Université catholique de Lille et s'intéresse à la question de la participation sociale et citoyenne en lien avec la transformation des établissements médico-sociaux. Donc, ces trois questions. Alors, en plus, il y a
plusieurs questions dans les trois questions, Hugo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les origines du modèle tube? D'où vient-il? Qui l'a conçu? Et est-ce que est-ce qu'il est bien sans obligation, même s'il est relayé par la VIC? Oui, donc comme je disais, Tube, ça vient de Suède. C'est un modèle qui a été conçu en Suède, dans une petite structure à la base. Et ensuite, en Belgique, c'est plus la Fondation Roi Baudouin qui s'est emparée de ce modèle, qui s'est intéressée à ce modèle, qui s'est rendue en Suède avec 5 maisons de repos et de soins pilotes en Belgique, donc côté flamand et côté Wallonie. Ils se sont rendus en Suède pour voir le modèle et pour le ramener en Belgique. Ça, c'était vraiment les tout débuts. Et ensuite, il y a eu un premier appel à projet de la Fondation Roi Baudouin qui a sélectionné 36 maisons de repos et de soins. Nous, on a fait partie de cette vague-là, cette deuxième vague, on va dire. Et maintenant, on est à plus d'une centaine, je pense, d'institutions qui, en tout cas, essayent d'implémenter le modèle. Donc, la VIC s'est alignée avec leurs valeurs, c'est aligné avec ce qu'ils nous demandent d'appliquer sur le terrain, avec l'humanité qu'on essaye vraiment de remettre au centre de nos pratiques. Mais en effet, c'est sans obligation. Comme Françoise parlait de l'humanitude, de Montessori, c'est aussi des très, très beaux modèles. Et ça aussi, c'est complètement aligné avec les valeurs que la VIC essaie de relayer. Après, il y a une question qui est peut-être pour tout le monde. Est-ce qu'on sait si le modèle est déjà diffusé et déployé dans des établissements en France et dans les Hauts-de-France? Parce que nous, on n'en a pas connaissance. Après, on n'est pas omniscient. Mais du coup, si dans le chat, vous avez connaissance d'établissements ou de structures qui auraient testé le modèle en France, n'hésitez pas à nous en parler. Et enfin, est-ce que selon vous, le modèle tube se distingue d'autres modèles par rapport à donc Humanitude, Montessori, etc. Est-ce qu'il y a une spécificité à tube voilà. Oui, c'est pas la même chose, mais c'est vraiment complémentaire pour moi. L'humanitude, ça va être beaucoup plus concret en fait que Tube. Tube, on va vraiment travailler avec des valeurs et des principes. Voilà, c'est une philosophie, des valeurs, des principes de fond. Et ensuite, on les applique un peu, chacun les applique un peu comme il l'entend et les adapte à son organisation, à son institution. Alors que l'humanitude, c'est plus concret. Il y a vraiment des méthodes pour communiquer avec les personnes. Voilà, on doit se mettre à leur hauteur. Enfin, c'est des choses beaucoup plus concrètes qui sont peut-être plus parlantes pour du personnel soignant, peut-être. Et ce qu'il y a aussi en plus dans Tube, c'est tout ce qui est côté management participatif qu'on ne retrouve pas, je pense, dans l'humanitude ou dans Montessori. Donc ça va un peu plus loin, je dirais, mais c'est hyper complémentaire. J'ai l'impression que Humanitude, c'est surtout centré sur la relation soins et sur en tout cas sur là où Tube va quand même beaucoup plus sur les questions de transformation de l'organisation et de chaîne de prise de décision au sein de l'organisation. Mais l'humanitude, tu vois, on a été, il y a un très grand EHPAD, maison de repos à Erzo, Saint-Joseph, qui est énorme et qui est humanitude. Donc on y a été, on a discuté avec eux. L'humanitude, c'est aussi de dire la personne, elle doit rester debout. Tant que, elle doit rester 10 minutes ou 20 minutes au moins debout, la personne, c'est pas quelqu'un, voilà, comme ça. Effectivement, on respecte aussi beaucoup plus le rythme de la personne. Ça, c'est évident. Elle n'a pas envie de se lever là, elle ne se lèvera pas. Elle peut aller prendre son petit déjeuner à droite à gauche. Mais c'est pas du tout la même chose par rapport au personnel. Mais le personnel est la même chose. Il n'est pas en blanc dès qu'il ne fait pas de soins. Il est quand même plus dans la vie, mais pas du tout. Question décisionnelle, ça n'a rien à voir avec le tube. Mais il y a des similitudes. La semaine dernière, justement, j'ai participé à une formation sur l'humanitude présentée par cette maison de repos. Voilà. Voilà. Et il y avait un petit atelier sur la gestion des nuits et il nous expliquait qu'ils faisaient plus de tours de chance de la nuit, c'était vraiment à la demande. Et en fait, j'ai retrouvé beaucoup de choses qu'on appliquait aussi nous avec parce que c'est aussi du respect du rythme. Totalement. Voilà. Mais par contre, par rapport au management du personnel, c'est différent. Parce que vous, le personnel, il va décider beaucoup plus en fonction de ce qu'il a à l'animation. Mais par rapport au respect du patient, du résident, il y a des points de similitude, totalement.
Alors, du coup, la méthode TIB aujourd'hui, c'est pas une labellisation qui a été instaurée finalement en Belgique. Il n'y a pas de contraintes ou de suivi de cette méthode-là par un organisme extérieur ou l'avis qui viendrait contrôler si dans le temps ces critères finalement de qualité se ponctuent dans le temps. Et j'avais une autre question aussi, c'est plus le rôle du coach finalement dans la méthode. Vous en avez parlé brièvement au début en disant que finalement il vous avez laissé quand même beaucoup d'autonomie, mais ça a été quoi son rôle finalement dans votre accompagnement, dans l'implantation de la méthode dans votre structure? Vous voulez bien nous redire qui vous êtes? Alors moi je suis responsable qualité projet au sein d'une association dans les Hauts-de-France qui gère des structures d'EHPAD, de soins infirmiers à domicile, voilà. Donc, Oui, la cité. à l'association de Bethany, et donc voilà, et je m'intéresse beaucoup aux différentes méthodes d'accompagnement pour implémenter aussi d'autres méthodes de travail. Alors, donc, il n'y a pas de label tube. Peut-être que ça viendra. C'est peut-être un peu trop nouveau pour ça. Il y a un label Humanitude pour le coup. Mais ouais. Ça, ils sont vérifiés tous les 3 ans. Ouais, c'est ça. Avec une cotisation aussi, et des formations qui vont avec. Tout ça, ça a un coût. Tube, il n'y a pas encore ça. Je pense que c'est parce que c'est nouveau. Peut-être qu'on y arrivera par la suite. Et le coaching, donc il venait nous voir à peu près une fois tous les trimestres, il participait à nos communautés de pilotage. Et en fait, on discutait avec lui de nos difficultés. On disait, voilà, là, on bloque. Par exemple, au début, une de nos difficultés, c'était justement d'impliquer les aides-soignants et les infirmiers. Parce qu'on avait lancé ces comités participatifs et on voyait qu'il y avait beaucoup plus le personnel kiné, ergo, logo, éducateur et même les techniciens de surface qui participaient beaucoup à ces comités participatifs, mais qu'on avait du mal à impliquer les aides-soignants et les infirmiers. Et donc, il nous a fait travailler sur le rythme. Et c'est là qu'on a commencé vraiment avec ces principes. On ne réveille pas un habitant qui dort. Les habitants choisissent la manière dont ils s'habillent. Ils choisissent à l'heure à laquelle ils mangent. Autant que possible, leur laisser du choix aussi dans ce qu'ils mangent. Ils choisissent à l'heure à laquelle ils vont se coucher. Donc voilà, on a travaillé vraiment avec les équipes sur le rythme. En fait, on parlait avec lui de nos difficultés et puis il nous posait des questions. Comme un coaching, en fait, on nous aidait à avancer, à faire toujours un pas plus loin. C'est comme ça qu'il est intervenu chez nous. C'est extérieur à votre maison. Oui, ouais. Et d'ailleurs, il venait pas du tout du secteur des EHPAD. Ah bon? Non, pas du tout. D'accord. Donc il a découvert un peu le secteur des EHPAD. C'est ça, Voilà. c'était vraiment ça, un facilitateur. Et du coup, au démarrage, vous démarrez avec un référentiel ou une base, un fil conducteur de choses à mettre en place. Après, non? Non, il n'y a pas de checklist dans le tube. Voilà. Vous n'avez même pas démarré par une formation quelconque à la méthode? Non, il n'y a pas tout ça. On a des principes qui régissent la philosophie. Mais il n'y a pas de checklist et c'est pour ça que c'est un peu déroutant au départ. On se demande un peu comment commencer, comment se lancer. Ouais. Et en fait, on se rend compte que quand on se penche sur le modèle, il y a des choses qu'on fait déjà. C'est pour ça que je dis que personne ne démarre de zéro. Et donc, on réfléchit à comment on peut aller un petit peu plus loin à chaque fois. Par contre, on a encore aujourd'hui, 5 ans après, on a 2 journées d'intervision à Bruxelles avec toutes les maisons tubes. On se retrouve tous à cette journée d'intervision et il y a des ateliers. Et en fait, on échange beaucoup avec les autres institutions. Et ça, on sort de ces journées avec plein d'idées. Et ça nous recentre aussi. On se dit, en fait, parce que parfois on a une démotivation. Quand on fait ces journées, on se dit, en fait, on fait plein de choses chouettes. Et voilà, ça, c'est hyper aussi important, les échanges entre Il n'y a qu'en Belgique qu'il y a Tube. Parce que vous dites que ça vient de Suède et ils n'ont pas dans d'autres pays. Je Je ne sais pas du tout. D'accord. Alors, on a Nathalie Martinet ou Martinez, je ne sais pas, qui dit « Dans nos EHPAD, les professionnels déplorent le manque de temps pour être à l'écoute des personnes âgées. Comment faites-vous pour mettre en place des expériences partagées malgré ça, en fait, malgré les rythmes et le temps qui peut manquer, quoi. Nous aussi, clairement, il manque de temps aussi parfois. Mais les expériences partagées, comme je disais, c'est pas forcément une grosse activité ou c'est pas à se lancer dans la fabrication d'un bricolage qui n'a pas de sens, qui a du sens pour personne d'ailleurs. Mais c'est, je vous dis, prendre 5 minutes et s'asseoir et boire un café avec un habitant. Ça, c'est vraiment c'est très simple et j'en ai déjà parlé, mais c'est tellement valorisant pour tout le monde. Et c'est aussi peut-être un habitant qui a vraiment pas envie de faire sa toilette
un jour. On va peut-être négocier pour faire une petite toilette intime si la personne elle est incontinente ou voilà. Et puis le reste, on fera demain. Et puis on prend le temps qui nous avait été attribué pour cette toilette pour partager quelque chose, pour partager une discussion en fait. Il faut créer l'occasion, trouver les opportunités. Il y a forcément des petits moments creux dans une journée, dans un poste de travail. Et puis alors, il y a aussi d'autres personnes, j'ai des aides-soignants là qui viennent d'organiser une soirée années 70 par exemple. Donc là, elles ont clairement investi du temps, un petit groupe d'aides-soignantes entre elles, et elles ont organisé une superbe soirée pour les habitants. C'était top. Bon, alors là, c'est des gens qui ont envie de s'investir encore plus, mais c'est des gens qu'on découvre en fait. Mais c'est ça. Bah ouais, voilà. Alors, je crois que la question doit être pour Françoise, j'imagine. Pouvez-vous vous représenter et vous déplacez-vous dans les EHPAD du Nord-Pas-de-Calais? Je pense que c'est pour toi, Françoise, cette question-là. Est-ce que tu peux te présenter à nouveau et dire si tu te déplaces dans les EHPAD du Nord-Pas-de-Calais? Oui, si c'est pour moi, oui. Alors, je fais partie de l'Inter-CVS 59, donc Conseil de la vie sociale dans le Nord. Donc, on est évidemment ici beaucoup plus présente dans la métropole. Oui, on se déplace au maximum dans les EHPAD. Pour voir un petit peu, et avec les directions, et avec le personnel, avec les résidents, comment ça marche dans les remontées des dysfonctionnements, parce qu'il y en a, comment ça marche avec la relation entre les résidents et le personnel, parce que souvent on voit que le personnel est beaucoup plus formé aux soins qu'à la relation vraiment plus accompagnatrice, il n'a pas le temps, mais quand même avec le résident, comment le résident, quelles sont les modalités et comment on fait remonter à l'intérieur des EHPAD ce que pensent les résidents, comment on a aussi comment sont accueillies les familles, etc. Oui, nous, ça nous intéresse, on part que du terrain pour essayer de discuter et voir un peu, nous, en tant qu'inter-CVS, et voir un peu plus loin, et même avec les directions, quelles sont les propositions d'amélioration ou on pourrait peut-être faire plus, etc. Oui, je me déplace puisque je fais partie dans différents EHPAD de différentes commissions. Hier, par exemple, dans 2 EHPAD qui dépendent d'un hôpital, je suis dans la commission bien-traitance, enfin, etc. Oui. Et ça, on apprend toujours énormément. Voilà. On va prendre une dernière question. Donc, c'est réalisez-vous des évaluations pour identifier les capacités restantes, j'imagine des résidents, je suppose. Si oui, avez-vous un outil en particulier? Alors ça, c'est le travail de l'ergothérapeute qui fait ça, et un peu tous les professionnels, j'ai envie de dire, ils font aussi des bilans à l'entrée, des bilans de mobilité. Voilà, c'est un peu le travail de tous les professionnels, les infis, enfin, oui, tout le monde fait un peu en fait ses propres évaluations. Ils ont tous des évaluations à faire à l'entrée, et c'est comme ça que c'est évalué, et ensuite c'est discuté en réunion pluridisciplinaire qu'on fait chaque mois avec l'habitant dans la mesure du possible. Quand l'habitant peut participer à ces réunions pluridisciplinaires, il y participe, parce qu'on se rendait compte qu'en fait on parlait des habitants, on prenait parfois des décisions à leur place pour leur projet, alors qu'on était complètement à côté de la plaque. Donc quand l'habitant sait participer à ces réunions, il participe, et on parle de tout ça en fait, de comment peut-il se sentir utile dans la maison de repos, de plein de choses comme ça, son sentiment de reconnaissance, ses besoins, voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais j'ai essayé. Moi, j'ai compris que dans la philosophie qui est développée dans le modèle TUB, c'est à la fois cette question-là, mais c'est aussi l'évaluation des besoins exprimés. Et c'est bien plus ça que les capacités restantes, en fait. Oui. C'est la mobilisation, certes, des capacités restantes, mais bien plus autre chose. J'ai compris que c'était la vie partagée avec des capacités restantes, certes, mais pas uniquement le traitement des capacités restantes. Ah oui, non. On va d'abord écouter ce que l'habitant a envie de faire de ses capacités restantes. Ouais, voilà. C'est ce qu'il a d'abord envie de faire de ce qu'il est capable de faire. C'est ça.
Et toujours, C'est une question. facile, hein, c'est ça qui est bien. Allez, une dernière question. Allez, deux dernières questions. J'en vois encore une. Oh là 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 là. Dans la salle, on va commencer dans la salle, s'il vous plaît. Oui, vous avez à peu près 153 habitants. Finalement, sur cette proportion d'habitants, combien sont vraiment investis dans la méthode Tube aujourd'hui, en proportion? En fait, je pense qu'ils sont tous parce que faire le choix de dire moi je veux pas sortir de ma chambre parce que j'ai toujours été solitaire dans ma vie et j'ai pas envie de mêler de manger avec les autres au restaurant, j'ai envie de manger, d'être au calme dans ma chambre, mais c'est aussi faire partie de Tube. Même s'ils font pas partie des comités participatifs parce que c'est pas le truc de tout le monde, juste respecter leur personnalité en fait. Donc je pense que tout le monde est dans Tube. Est-ce que c'est en Belgique, ça se passe aussi dans le champ du handicap ou d'autres secteurs? Je ne sais pas. Je sais pas. Je connais très peu le secteur du handicap, donc je ne sais pas si ça se généralise dedans. En tout cas, moi, la semaine dernière, en formation Humanitude, il y avait une maison pour adultes, comme ça, je ne sais plus comment vous appelez ça en France. Maison d'accueil spécialisée. Ouais, c'est ça. D'Asbrook. Ils ont parlé de l'Humanitude, mais ils ont aussi parlé de Tube. Donc voilà. Moi, j'ai envie de réagir par rapport à la question, est-ce que c'est transférable à d'autres secteurs d'activité? Mais j'ai envie de dire totalement, parce que, et d'ailleurs, c'est ça qui nous a beaucoup séduit lorsque tu es venu présenter le modèle. Nous, on s'attendait à une architecture, d'où votre question tout à l'heure. Bien, et on a été bien plus séduit par le modèle parce qu'il recouvrait une philosophie, un mode de pensée qui se traduit en actes. C'est pas qu'une philosophie, c'est bien plus qu'une intention, c'est aussi une intention, mais c'est aussi des actes qui les mettent en mouvement. En fait, c'est ça qui nous a beaucoup séduit. Et tu as raison de dire que c'est peut-être un peu déconcertant du point de vue des modèles qui sont peut-être franco-français sur comment on fait. Là, c'est comment on pense et comment on pense à plusieurs. Et c'est peut-être ce qui est un peu le plus compliqué à intégrer dans nos modèles, un peu gestionnaires. Mais on a été séduit parce qu'il est complètement transférable. Bien sûr, du point de vue de la participation, de l'autodétermination, de la question de la bien-traitance, du bien vivre ensemble. Et là, il n'est pas à penser dans un modèle en silo, bien au contraire, il est complètement transférable à toute forme de prise en charge, parce que c'est une philosophie, et ça nous a bien plu, quoi. Oui. Oui, parce que la méthode de management aussi que prend le modèle Tube, c'est aussi applicable aux parties. Et autres, bien sûr. Alors la question c'est qu'est-ce qu'on en fait pour la suite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Nous, ce qu'on se dit, c'est que si certains d'entre vous souhaitent avancer là-dessus et peut-être sur l'aspect de la formation aussi dont vous parliez tout à l'heure, voilà, en tout cas, on peut sortir du bois et vous dire qu'on est en train de préparer avec Marie une offre de formation sur le sujet, si jamais ça vous intéresse pour vous, vos équipes et vos résidents, parce qu'on peut imaginer des formations qui impliquent aussi l'ensemble des parties prenantes, les familles, François, les familles, pardon. Voilà. Et voilà, ça fait un peu une transition puisqu'on profite un peu de ces dernières 20 minutes de rencontre pour vous présenter un peu, nous, le CREAL, quels sont nos champs d'action sur les personnes âgées, comment on peut vous accompagner, quels projets on porte. Et du coup, pour démarrer, je vais laisser la parole à mes collègues. Alors Stéphie, tu peux nous rejoindre. Je peux venir ici. Stéphie, il est à l'écran tout à l'heure. On voit Stéphie. Est-ce que tu veux partager ton écran ou est-ce que tu veux qu'on le partage le document ici? Écoute, je vais essayer de le partager et vous me dites si vous le voyez. Hop. Est-ce que vous le voyez? Alors, hein. Alors, vous le voyez plus? Mais on peut le... Là, peut-être?
Est-ce que vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas. Ok, là peut-être. Là, c'est bon. Faut que tu mettes en plus grand. Est-ce que c'est bon là, du coup? Oui. Ok. Je vais peut-être me présenter, puis je laisserai Aurélie se présenter après. Bonjour à tous. Merci, en tout cas, j'en profite pour la présentation précédente. Effectivement, je rejoins les collègues qui ont parlé. Je pense qu'effectivement, dans ce qu'on appelle la transformation de l'offre, je trouve que c'est très inspirant. Donc, merci beaucoup. Et donc, je suis Stéphie Lhomme, donc conseillère technique au CREAI Hauts-de-France. Et je suis chercheur de formation plutôt sur la thématique de la protection juridique des majeurs. Et Aurélie Cassin-Grand, donc je suis directrice des activités au CREAI. Alors effectivement, nous, au CREAI Hauts-de-France, depuis à peu près 6 mois, on mène une recherche, en tout cas à destination, pour l'instant, des familles, en tout cas pour répondre à un besoin qu'on a identifié sur le territoire, concernant en tout cas les protecteurs familiaux de personnes âgées. Alors qu'est-ce qu'on appelle protecteurs familiaux? Ce sont effectivement toutes les personnes qui ont un mandat, une mesure de protection juridique pour leurs parents, souvent en tout cas leurs parents âgés. L'idée en tout cas de cette recherche-action qu'on mène avec des partenaires, Aurélie vous l'expliquera tout à l'heure, mais l'idée de cette recherche-action, c'est vraiment de penser et de réfléchir, en tout cas aujourd'hui, à comment soutenir les parents, en tout cas les familles qui ont une mesure de protection juridique pour leurs parents âgés. Alors, pourquoi, en tout cas, on a décidé de déposer cette recherche? Alors déjà parce que le CREAI, en termes en tout cas en région, en Hauts-de-France, très implanté sur la protection juridique des majeurs et anime quand même un réseau depuis quelques années, mais aussi parce que on a un contexte national qui est assez favorable et propice à ce genre de recherche, parce qu'effectivement, vous le savez tous, mais voilà, vieillissement démographique, on a quand même, en tout cas, on prévoit une augmentation des mesures de protection juridique d'ici 2040, avec effectivement pas vraiment d'augmentation des financements aussi pour, en tout cas, financer les mandataires judiciaires professionnels. Donc, ça veut dire aussi que beaucoup de familles vont être en charge, en tout cas, d'une mesure de protection juridique. Et donc, voilà, c'est pas toujours simple. On sait que la place de la famille depuis ces dernières années, elle est réaffirmée. Il y a un caractère prioritaire de la famille dans les mesures de protection juridique. On le voit aussi parce que, alors si vous connaissez la protection juridique, mais si vous ne connaissez pas, en tout cas, il y a une nouvelle mesure de protection qui est arrivée là ces dernières années, qui est l'habilitation familiale, et qui permet effectivement à la famille d'avoir un mandat de protection juridique pour son parent âgé, sans avoir de contraintes budgétaires ou en tout cas de rendre des comptes au juge, ce qui facilite un peu les choses, mais ce qui peut aussi rendre beaucoup plus complexe l'accompagnement de son parent. Voilà, et puis c'est vrai qu'au niveau régional, donc le CREAI, depuis plusieurs années, coordonne, alors je ne sais pas si vous connaissez tous, mais le service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux, c'est effectivement un service qui vient ponctuellement accompagner les familles lorsqu'ils ont effectivement un souci ou un besoin de soutien dans une mesure de protection juridique, ou bien en amont d'une mesure de protection juridique. C'est effectivement un service qui est présent sur le territoire Hauts-de-France, mais qui est encore très peu connu. Et on se rend compte effectivement qu'il est encore très peu saisi par les familles lorsqu'il y a un besoin. Donc effectivement, cette recherche, elle va, en tout cas je l'espère, permettre de penser et de réfléchir à comment on peut proposer en tout cas une offre qui serait complémentaire, beaucoup plus aboutie en tout cas que ce service-là qui intervient très ponctuellement. Du coup, une offre qui permettrait effectivement d'accompagner et de soutenir effectivement ces familles qui sont souvent en détresse, en tout cas, et en isolement dans l'accompagnement d'une mesure de protection juridique. Alors, c'est effectivement des besoins qu'on a identifiés sur le terrain. L'ISTF, en tout cas l'information et le soutien aux tuteurs familiaux, fait qu'on se rend compte que beaucoup
de protecteurs familiaux sont épuisés physiquement et mentalement, hein. L'accompagnement d'un proche vulnérable et des contraintes qu'amène une mesure de protection est parfois très, très difficile. Ça amène aussi beaucoup de tensions et de conflits dans la famille, notamment pour les parents âgés, hein, où effectivement il y a beaucoup de questions de transmission de patrimoine. Enfin voilà, c'est effectivement un moment charnière. Et puis aussi, alors effectivement, tout à l'heure je parlais de l'habilitation où il n'y a plus vraiment de contrôle dans ces mesures. Ça veut dire aussi, et ça existe effectivement, des situations de maltraitance qui sont parfois effectivement involontaires et qui sont aussi liées à cet épuisement-là. Et donc, c'est le constat qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, sur le territoire, en tout cas même national, hein, l'offre d'accompagnement de ces familles-là est vraiment insuffisante. L'accompagnement des services d'information et de soutien aux tuteurs familiaux est vraiment centré sur vraiment les démarches administratives ou les démarches financières, hein, ce qui répond à un besoin, mais ce qui semble quand même vraiment très insuffisant pour soutenir les familles. Il y a vraiment peu d'accompagnement, hein, sur la posture du protecteur. Effectivement, hein, ces personnes-là ont souvent une double, voire une triple casquette, parents, aidants, et puis souvent protecteurs, en tout cas avec une mesure de protection, avec cette gestion-là qui se rajoute. Et c'est voilà, quelle place on occupe et comment on arrive à gérer ces trois casquettes-là, et ce qui n'est pas toujours simple. Et puis aussi un manque de formation sur les droits des majeurs protégés, hein. On a eu effectivement, nous, plusieurs remontées sur effectivement quand un enfant prend en charge une mesure de protection pour leurs parents âgés, voilà, c'est effectivement la méconnaissance des droits, en tout cas des personnes âgées. Et je reprends un peu ce qui a été dit par Madame Netto, et j'ai bien aimé cette phrase, mais comment on peut en tout cas essayer de préserver au mieux la capacité, en tout cas de focaliser sur la capacité préservée de la personne âgée. Et je trouve que c'est aussi un peu ça notre objectif, en tout cas. Je laisse la parole à Aurélie, peut-être sur la méthodologie qu'on utilise pour cette recherche. Oui, donc cette recherche, elle est née d'une collaboration à la fois du CREAI Hauts-de-France. Alors, je vous représente pas le CREAI, et puis Stéphie a aussi parlé de notre mission de coordination autour des services d'information et de tuteurs familiaux. Donc, c'est cette collaboration donc, entre le CREAI, l'Université de Lille avec la chaire Vulnérage, pour voilà, son expertise scientifique et les chercheurs qui travaillent sur les questions autour du vieillissement. Et puis la boutique des sciences qui vient un peu faire le lien entre le CREAI et l'université, en amenant des méthodes de recherche qui sont participatives. Donc, vous le verrez, hein, dans la méthodologie, il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup de focus group qui vont permettre de récolter vraiment des matériaux de terrain pour l'analyse. Après, la méthodologie, donc, c'est ce qui est indiqué. Il y aura une première phase de diagnostic qui est en cours, diagnostic partagé à la fois de nous en tant que CREAI et acteurs de terrain et de la société civile, comme ils appellent ça dans l'ANR, diagnostic de la part aussi de l'université et de Vulnérage. Ensuite, il y a une phase de co-construction donc, qui est en cours, puisqu'il y a notamment des copiles qui ont déjà eu lieu. L'idée, c'est de recueillir du coup les besoins des protecteurs familiaux de personnes âgées, mais aussi les besoins des différents acteurs que les différents acteurs auront identifiés, par exemple les juges de tutelle, les professionnels du secteur social, médico-social, du sanitaire. Voilà, il y a tout un tas d'acteurs qui vont être associés à l'étude. Ensuite, il y aura une phase d'expérimentation. Et puis une phase d'évaluation. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de partir des besoins des personnes, de ne pas faire concurrence non plus à ce qui existe déjà,
et peut-être d'imaginer, alors ce qu'on a présenté comme une offre de formation, mais qui n'est pas encore construite comme ça, parce qu'on ne sait pas trop finalement de quoi vont avoir besoin les personnes. Mais c'est un peu l'idée d'offrir un panel de solutions pour les protecteurs familiaux de personnes âgées. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit en amont, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est vrai que c'est un projet de recherche qui est financé par l'Agence nationale de la recherche. Et donc, effectivement, on a obtenu 180 000 euros pour réaliser cette recherche de juin, effectivement, à décembre 2026. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on ait, comme Aurélie le disait, hein, une gouvernance partagée et puis des partenaires impliqués, hein. On est aussi parti dans cette recherche parce qu'on sait en tout cas qu'on est sur un territoire très dynamique et effectivement avec des acteurs très impliqués, hein. On a fait effectivement hier un focus group avec 4 juges des tutelles. Donc voilà, on a réussi en tout cas à mobiliser ce genre d'acteurs autour de la table et c'était en tout cas essentiel pour en tout cas cette recherche. On a effectivement une gouvernance qui est partagée avec des acteurs qui sont concernés. Donc autour de la table, on a effectivement l'ARS, la DRETS, parce qu'effectivement, l'idée d'avoir ces financeurs-là autour de la table, c'est aussi de se dire que si effectivement on parvient et on se dit il y a besoin d'une formation à destination de ces protecteurs ou en tout cas un autre mode d'offre, d'accompagnement, c'est effectivement comment on peut le financer pour pas non plus rajouter en tout cas une charge financière à ces protecteurs-là. On a effectivement des DAC autour de la table, on a l'ISTF, on a l'UNAF au national, on a des UDAF, on a l'inter-CVS et puis on a l'association des curateurs de Lille. En tout cas, on a aussi des mandataires professionnels qui travaillent avec nous aussi pour identifier quels sont les besoins, en tout cas quand ils travaillent avec la famille, quels sont les besoins qu'ils identifient le plus, en tout cas lors d'une mesure de protection juridique. Et puis, effectivement, on a les partenaires impliqués, l'ISTF, comme on l'a dit, et puis la Maison des aidants, parce qu'effectivement, ce que disait Aurélie, hein, on est vraiment dans une recherche-action participative. On veut effectivement mettre au cœur du projet les personnes âgées concernées par une mesure de protection, mais aussi, en tout cas, les protecteurs familiaux. Et en tout cas, ce qui nous est le plus difficile dans cette recherche, c'est ça, c'est effectivement d'aller toucher et d'aller s'entretenir en tout cas avec les personnes âgées concernées et les protecteurs familiaux de personnes âgées. Sur le calendrier, vous voyez le projet de recherche, il repose vraiment sur de nombreux ateliers participatifs, des focus group, des entretiens. Tous ces temps qui vont permettre de recueillir les besoins de chacun. Aussi des temps où on va pouvoir croiser les regards entre les différents acteurs autour de la protection juridique des personnes et puis du coup co-construire des savoirs à partir des expériences de chacun. Il y a un atelier donc d'analyse collective qui est prévu en juin 2026, qui sera là avant la phase de finalisation de test et puis d'ajustement de la formation pilote. Je vais pas. Et comme l'a dit Stéphie, on est très en recherche de personnes qui accepteraient de participer à cette recherche, notamment des protecteurs familiaux de personnes âgées ou des personnes âgées elles-mêmes sous mesure de protection, parce que leur expérience, elle est essentielle dans le projet. Et aujourd'hui, on a quelques difficultés à les atteindre. Donc, n'hésitez pas. Il y a le mail d'Esther Sanson qui, du coup, est chargée d'études à la chaire du vulnérage et qui est dédiée à ce projet. Une partie de son temps de travail est dédiée à ce projet, à cette recherche. Ou alors, vous pouvez aussi contacter soit Stéphie ou moi au Créail pour nous mettre en lien si vous avez des opportunités. Et on vous en remercie à l'avance. Merci. Merci beaucoup. Ça montre qu'effectivement, le CI, on est
on est là. On est motivé à porter des sujets parce que voilà, on voit bien que parmi les vulnérabilités, le grand âge prend de la place, prend même de plus en plus de place. On vous a posé une petite question qui était pour vous de savoir quels étaient les besoins en formation des équipes. On a eu 64 réponses à cette question et sur ces réponses-là, il y a 75% qui sont en attente de formation sur les questions de bientraitance. On a 70% qui sont en attente de formation sur les questions de participation. Et on en avait 50% qui étaient en attente de formation sur vie affective, vie intime, affective et sexuelle. Voilà, les questions d'éthique aussi, ce sont donc des sujets, évidemment, on les a pas proposés au hasard dans la liste déroulante, hein, c'est des sujets sur lesquels le CREAI est en capacité de proposer de la formation. Voilà, on avance aussi dans l'offre. Aujourd'hui, notre catalogue de formation, il demande encore à être enrichi pour que vraiment on ait des fiches catalogues précisément sur les sujets que je viens d'évoquer où les personnes qui s'occupent de personnes âgées puissent s'y retrouver. Voilà. Et puis du coup, vous redire que par rapport au modèle Tube, on est aussi dans la phase de coproduction avec Marie d'une formation qu'on pourra aussi vous proposer dans notre offre de formation globale. Voilà, je laisse peut-être le mot de la fin à Frédéric. Tu l'as carrément piraté, en fait. Tu as fait bien mieux que moi, c'est-à-dire que ce premier rendez-vous, il se termine, mais on espère que, en tout cas, on a pu être rassemblés sur des préoccupations que tu viens de reciter, parce que même les chiffres qui indiquent les sujets sur lesquels on est déjà, qui sont transversaux et qui sont intégrés d'ailleurs dans le modèle Tube, on espère que le modèle Tube aura gagné vos esprits, en tout cas vous aura séduit autant qu'il nous a séduit. On a à le construire, on pourrait le construire avec vous. On est disponible aussi pour l'expérimenter sur notre territoire qui sont les Hauts-de-France, parce que Marie nous indique qu'on ne sait pas s'il est déjà déployé, on ne sait pas à quelle volumétrie est déjà existante, on sait qu'il y a déjà des soubassements qui pourraient déjà profiter à l'intégration du modèle Tube. On sait que du coup, comme il n'y a pas de modèle en propriété industrielle, je ne dis pas qu'on en fait ce qu'on veut, mais on peut réfléchir ensemble sur des modèles intégratifs en fonction des particularités qui seraient les vôtres. En fait, ce qu'on veut, ce qu'on aimerait bien, c'est l'essaimage, en fait. Et modestement, parce qu'on n'aura pas non plus 15 000 possibilités de le faire. Mais en tout cas, il faudra aussi, comme Marie l'a indiqué, d'abord avoir envie d'essayer, après avoir la volonté de le faire, et puis de le faire ensemble, puisque là-dessus on s'est trouvé, on est ravis. Alors si on vous a trouvé, c'est encore plus cool, quoi. Et pour ces raisons-là, on vous laisse nous contacter et on traitera vos besoins en fonction de vos singularités, quoi. En tout cas, encore merci à tous. Merci à l'équipe du CREAI, merci à chacun. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'on puisse avoir un travail transversal entre la personne âgée, parce que moi je suis dans les personnes âgées, la personne âgée vieillissante, qu'elle soit handicapée ou pas considérée comme handicapée. Hein. D'ailleurs, j'ai pris un bloc-notes et c'est bien marqué, les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. C'est Isaac Newton qui disait ça. Donc, essayer qu'on puisse avoir quelque chose qui soit plus transversal. C'est vraiment notre souhait pour les personnes âgées. Et merci, c'est extraordinaire. Merci à tout le monde. Ça veut dire que c'est terminé, Clément? Et voilà. Et à toutes et tous. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Attends, on laisse dérouler les petits cœurs de satisfaction.